Je persiste et je suis. Aussi longtemps que les Congolais ne comprendront pas que le mal absolu au Congo, pour l'instant, c'est Joseph Kabila et son entourage, ils souffriront. Aussi longtemps que les Congolais ne comprendront pas que pour l'instant, ce qu'ils doivent faire, c'est éviter les divisions entre citoyens et entre politiciens pour récupérer leur destin et mener le Congo sur de bons rails, ils souffriront. Aussi longtemps que les Congolais ne comprendront pas que toutes les institutions au Congo démocratique, à l'instant où nous sommes en train de parler, sont tombées caduques, c'est-à-dire périmées, et que le pays est comme la jungle, et que c'est la loi de la jungle qui est en train d'être pratiquée là-bas, c'est-à-dire que le plus fort doit avoir raison du plus faible. Ils souffriront toujours. Moi, c'est Marc Lushimba. Je vous salue partout où vous êtes, chers amis, chers compatriotes qui me suivez sur 5 sur 5 médias, émettant à partir de Washington. Ça fait un bon bout de temps que je ne parle plus, j'étais un peu occupé, mais je reviens. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont en train de se passer au Congo démocratique. Et que si nous voulons entrer dans de petits détails, nous n'en finirons vraiment pas. Et c'est pour cela que je voudrais un peu toucher par-ci, par-là pour faire une synthèse en ce qui concerne la politique et d'autres aspects de la vie au Congo démocratique. J'aimerais commencer tout en répondant aux gens qui m'ont écrit. Donc j'aimerais commencer avec la mort de Tian Tshisekedi, l'opposant historique. Il y a des débats partout. Oh, qu'il faut le construire un mausolée. Oh, c'est le père de la démocratie au Congo démocratique. Et toute une série de discussions autour du cadavre de Tian Tshisekedi. Bon, selon mon point de vue, je dirais tout simplement que appeler quelqu'un le père de l'indépendance, c'est un exemple que je donne, comme on appelle Lumumba au Congo. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a lutté et qu'au final, il a mené le Congo vers l'indépendance. Et que les Congolais ont palpé l'indépendance. C'est pour cela qu'on appelle Lumumba le père de l'indépendance. Allons en Afrique du Sud. Voyons Mandela. Mandela a lutté contre la ségrégation raciale qui existait en Afrique du Sud, notamment appelée par le gouvernement de ce temps-là l'apartheid. Mandela a lutté. Et vous avez vu, au final, l'apartheid a pris fin. Et on peut appeler Mandela le père donc de l'indépendance du peuple sud-africain noir. Quant à Etienne Tshisekedi, regardez un peu. Il vient de mourir récemment et il y a des discussions autour de sa personne. Qu'il est le père de la démocratie au Congo démocratique. Essayons un peu de voir les choses en face, chers amis. Est-ce que Etienne Tshisekedi a amené la démocratie au Congo démocratique? Est-ce que le Congo, aujourd'hui, est un pays démocratique? Les Congolais sont en train de jouir et de vivre, de palper la démocratie? Répondez vous-même. Non? Je pense que la réponse, c'est non. Donc moi, je vois mal pourquoi les gens peuvent coller l'étiquette du père de la démocratie à Etienne Tshisekedi. Il est comme tous les autres lutteurs, comme tous les autres Congolais qui luttent
depuis des temps pour asseoir la démocratie au Congo démocratique. Mais la démocratie n'est pas encore là. Donc selon moi, c'est une grave erreur que d'appeler Étienne Tshisekedi le père de la démocratie. Parce que le peuple congolais n'a pas encore eu la démocratie. S'il y avait démocratie, si tout allait très bien, puisque la démocratie fait marcher les choses, fait couler les choses comme sur des roulettes, nous n'allions pas être ici en train de faire des vidéos pour nous plaindre que Joseph Kabila c'était un dictateur. Oh, Mobutu était dictateur. Que Joseph Kabila est en train de jouer avec les institutions du Congo. Que Joseph Kabila n'a pas organisé les élections sciemment et il a amené le pays dans un chaos total. On n'allait pas être ici en train de nous plaindre. Et comme nous sommes en train de nous plaindre qu'il n'y a pas de démocratie au Congo, que les Congolais ne vivent pas, n'ont pas de droit, n'ont pas de liberté de parole, liberté d'action, ils sont comme dans une grande prison à ciel ouvert. Donc il n'y a pas de démocratie au Congo. Et appeler Étienne Tshisekedi le père de la démocratie, c'est vraiment une leurre, une illusion, une faute grave. Et je pense que les gens qui s'adonnent à cet exercice doivent revoir leur ardoise. Je ne le dis pas parce que je suis contre Tshisekedi. Non, c'est parce que je veux être un peu plus réaliste. Et justement, Tshisekedi est mort en combattant. Il est mort tout juste au moment où il y avait des discussions, et il y a encore des discussions au Congo, autour du fameux dialogue. Comme vous le savez, Kabila et son entourage ont fait sciemment pour laisser le Congo sans institution. C'est-à-dire qu'ils ont fait sciemment pour ne pas organiser les élections afin de coller au pouvoir maintenant par la force. Et ils l'ont réussi. Parce que récemment, toutes les institutions du Congo démocratique sont périmées, sont parvenues à leur fin. La présidence est périmée, le Sénat périmé. Vous regardez, donc, prenez les députés là-bas, dans leur hémicycle, quand ils se réunissent là-bas, on appelle le Parlement. Périmé, toute chose est périmée de haut en bas. Et c'est pour cela que moi j'appelle, maintenant que le Congo, c'est un pays là où il n'y a ni loi, ni foi. C'est une jungle. Et Kabila a montré clairement qu'il est maintenant le petit roi de la jungle. Et dans ses calculs, il voulait laisser faire les choses. Et il avait déjà commencé à appeler les Congolais autour d'une table pour dialoguer. Et les Congolais sont allés sous l'égide de Dem Kodjo, le Togolais. J'ai fait une vidéo dans le passé. J'ai qualifié Dem Kodjo que c'était un farceur, un pion de Jacob Zuma et de sa femme, qui était la maîtresse de la commission de l'Union africaine. Vous avez vu vous-même, Dem Kodjo a fait des aventures qui n'ont rien apporté. Et il y a eu des résolutions là-bas dans ce qu'on a appelé le dialogue du camp Tchatchi, bien de la cité de l'OUA, qui était un dialogue non contraignant. Donc Kabila était libre. Oh, il pouvait organiser les élections en 2018. On ne sentait pas vraiment qu'il y avait de la pression mise sur Kabila pour qu'il ne puisse plus se représenter pour la troisième fois, pour qu'il ne puisse plus trafiquer la constitution de la République démocratique du Congo en organisant un référendum pour délimiter le nombre de mandats du président. Bon, vous voyez, c'était quelque chose qu'on a travaillé par des gens, moi je ne sais pas ce qui était dans leur tête. Donc, des Congolais, je ne sais pas si on peut dire des Congolais idiots, ou bien les gens de mauvaise foi. Les gens qui voulaient faire de Kabila
le roi éternel du Congo. Il y a eu du tollé, des plaintes par-ci par-là, au Congo et à l'extérieur, et des pressions au-dessus de tout ça. Et c'est ce qui a fait que Kabila a fait appel maintenant à la Senko, aux évêques, pour venir organiser quelque chose, c'est-à-dire un second dialogue. Et dans ce dialogue, qui est différent du premier, parce qu'ici c'est stipulé noir sur blanc que Kabila, on lui demande de ne pas organiser un référendum pour changer la constitution et se maintenir au pouvoir indéfiniment. On demande à Kabila de quitter le pouvoir au bout de la transition et de laisser cela dans les mains du nouveau président qui sera élu. Et tout un tas de choses. Et c'est là même le nœud du problème. Puisqu'avec le premier dialogue, les kabylistes étaient contents parce que c'était quelque chose fabriqué pour servir les intérêts de Kabila et de son entourage. Mais avec le second dialogue, ils ont vu qu'il n'y a plus moyen de tricher. C'est-à-dire, on les a plaqués contre le mur. Et c'est pour cette raison que les choses sont en train de traîner en longueur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a mis Kabila contre le mur. Et dans son idée, dans son idéologie avec les gens qui l'entourent, il n'est pas prêt à abandonner le pouvoir au Congo démocratique. Et c'est la raison pour laquelle il y a tous ces jeux. Dans les résolutions du dialogue, second dialogue, donc de la Senko, c'est clair. Donc c'est l'opposition qui doit présenter un ministre, que le président doit seulement nommer en signant quelque chose, un décret là-bas, et le ministre doit se mettre au boulot. Et regardez, Kabila et ses gens exigent 3 hommes. Donc on présente 3 ministres à Joseph Kabila, et Kabila lui-même va choisir parmi ces 3-là. Ce qui n'est pas écrit. Et on voit des Congolais là-bas, des papas, des docteurs, des soi-disant ingénieurs, des savants de la loi, qui siègent même dans la Cour constitutionnelle, accepter cette bêtise. Chers Congolais, où est en train d'aller la République démocratique du Congo? Et c'est vraiment catastrophique. Et c'est par ici où je voudrais un peu intervenir pour encore lancer un appel, surtout aux intellectuels congolais. Please, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, raisonnez très bien. Le pays est déjà dans un trou. Le Congo, c'est le seul pays, je pense le premier pays au monde, depuis que Dieu a créé ce monde, dont les institutions sont périmées, de la présidence jusqu'au chef des rues. Et c'est bizarre, quand des Congolais sont distraits, donc à se mettre les bâtons dans les roues, pour des petites choses de rien du tout qui vont passer pour remettre le pays sur les rails et faire remettre la démocratie et un état de droit. On voit des gens se battre pour des petites choses. Donc sacrifier l'avenir du peuple congolais. C'est catastrophique. Regardez ce qui se passe au Congo. Si je peux répondre à certaines questions. Le pays n'est pas dirigé. Il y a eu 2 hélicoptères qui sont tombés quelque part là-bas dans la forêt dans l'Est. Est-ce que vous avez vu votre président parler? Est-ce qu'on vous a déjà donné le rapport de l'enquête sur ce crash-là? Est-ce un accident? Les hélicos, là, les 2 hélicos, étaient-ils bombardés? On ne sait rien. Et la vie continue, comme si de rien n'était. Et c'est ça, un pays. Et ça fait la fierté de quelqu'un pour se tenir à la tête du pays et donc se présenter comme président du Congo. Mais ça fait la honte. Il y a les M23 qui continuent toujours à déranger dans l'Est, malgré toutes les signatures qu'on a signées.
tous les accords que le gouvernement congolais a conclus avec ce groupe-là. Mais on voit même des Congolais dans le giron du pouvoir nier. Non, ils ne sont pas là. Parfois, ils sont là, dans contradiction sur contradiction. Alors on comprend que le M23, c'est le jeu du gouvernement de Kabila pour perturber la paix au Congo. Et comme c'est son habitude, ça fait maintenant des décennies. Il y a recensement au Congo. Et vous le savez, vous tous, je pense que vous avez suivi des vidéos. Il y a des Rwandais noirs sur blanc qui sont au Congo et qui sont en train de se faire enrôler. On a présenté devant les caméras, là-bas des journalistes de Kivu, quelques personnes. Est-ce que vous connaissez le nombre de ceux qu'on ne connaît pas qui se sont déjà fait enrôler? Et vous avez entendu ce qu'on a présenté, ce qu'ils disaient. Les autres ont donné l'argent. À qui? Aux Congolais. Donc aux responsables congolais. Ils ont donné de l'argent pour être enrôlés. C'est un Congolais qui prend de l'argent et qui sait que ce monsieur, cette dame, c'est un Rwandais, c'est une Rwandaise, mais il l'inscrit pour voter au Congo démocratique. Nulle part ailleurs. Ce n'est qu'au Congo où on peut accepter cela. Et quand on dit que le pays n'est plus contrôlé par le pouvoir en place et les Congolais, il y a des gens qui sautent là-bas, qui commencent à critiquer. Les ennemis du dialogue de la 5 ans, remarquez, ce sont les aventuriers qui s'étaient assis pour le premier dialogue de camp Tchatchi. Et quand ils ont vu que leurs aventures qu'ils ont faites avec Kabila ne collaient plus, ça faisait la honte du Congo et qu'il fallait revoir cette histoire. Les mêmes gens sont revenus maintenant s'asseoir dans le dialogue de la Senko, non pas avec l'intention de trouver des solutions pour remettre le pays aux Congolais et remettre la démocratie et l'état de droit au Congo. Maintenant, c'est par jalousie. Parce que ce qu'ils comptaient avoir dans leur dialogue du camp Tchatchi, ils n'auront plus ça. Maintenant, on leur a ouvert la porte pour s'asseoir dans le nouveau dialogue afin, croyant qu'ils allaient maintenant s'asseoir pour travailler, mais leur mission, c'est bousiller toutes choses. Et remarquez, ce sont toujours ces gens-là, clairement, ou bien en catimini, pendant les jours ou bien nuitamment, qui sont en train de travailler avec les fossoyeurs du Congo au pouvoir pour bousiller toutes choses, faire traîner toutes choses. Donc, tirer les choses en longueur pour que les Congolais puissent se fatiguer et les laisser au pouvoir selon leurs désirs. Car leur mission, ce n'est pas le bonheur du peuple congolais, mais c'est le pouvoir pour le pouvoir. Et je pense que tous ceux qui supportent ces gens-là, parce que j'ai vu maintenant, même sur les réseaux sociaux, c'est bizarre. Il y a des gens qui, au lieu de condamner le pouvoir en place, car une personne normale, honnête, un Congolais normal, qui dit, qui connaît la situation qui est en train de se passer au Congo démocratique, doit condamner le pouvoir en place. Car c'est le pouvoir là qui est en train de tirer les ficelles dans les noirs pour perturber toutes choses, percuter toutes choses, créer un imbroglio afin de s'éterniser au pouvoir. Mais toi, si tu te dis politicien opposant, toi, si tu te dis supporter d'un politicien, membre de l'opposition entre guillemets, tu laisses le pouvoir, tu ne condamnes pas Kabila. Mais tu te mets à combattre les autres opposants, ceux qui luttent pour bousculer Kabila et sa bande afin de remettre le Congo sur le chemin de la vérité
et de la démocratie, en tout cas, il y a de quoi inquiéter un vrai Congolais, un patriote. Il y a des vidéos maintenant qui pleuvent sur le net. On voit les Congolais maintenant distraits à jamais, sans contredire eux-mêmes. Un Congolais qui est en train d'insulter un autre Congolais. Donc tu fais des vidéos là-bas, tu ne parles plus de Kabila et sa bande qui sont à la base du désordre. Toi, dans tes vidéos maintenant, c'est combattre les autres Congolais, les autres opposants. Pourquoi? Parce que tu as senti que ces opposants-là sont venus corriger l'ardoise des faux opposants qui ont pris part au dialogue du Kanchachi. Là, c'est bizarre. Ça montre que les Congolais n'ont pas encore la maturité. Et regardez, le rassemblement a bien commencé. C'était une boîte forte. Et Kabila a senti que les messieurs du rassemblement ne sont pas là pour lui donner du gâteau avec de la cerise au-dessus, mais pour le bousculer dans des termes clairs. Et c'est pour cela que Kabila est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire avec ses amis. Et toi, Congolais, si tu fais des vidéos pour ne pas condamner Kabila, mais commencer à combattre tes propres frères congolais, il y a de quoi te faire remettre sur la ligne droite. Qui ne sait pas que Joseph Kabila a pillé le Congo jusqu'à la Malépinière, lui et sa famille? Il y a des infos partout. Même les étrangers vous aident en vous balançant les infos vérifiables dans le monde d'aujourd'hui. Le monde où chacun a son téléphone cellulaire en main. Le monde où les informations courent d'une minute à l'autre. Kabila et ses frères, Zoé, leur sœur Janet et leur maman Sifa, leur entourage là-bas, des cousins là-bas, c'est pas de Maniema, c'est pas où. Ils ont plus de 250 permis pour exploiter les richesses du Congo dans tous les secteurs. Ils sont là. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne parles pas de ça. Ça ne te fait pas du mal. Ton combat aujourd'hui, c'est combattre les autres opposants. C'est ce qu'on appelle la distraction. La famille Kabila se rit. Ce sont les Baswahili. Ils ont ce qu'on appelle le sarcasme tanzanien. Ils sont en train de rigoler. Que les Congolais sont des idiots. C'est comme si vous êtes des chiens en train d'attaquer quelqu'un. Il voit que vous allez l'avoir. Il vous jette un os pour vous distraire. Et vous braquez maintenant votre attention sur l'os. Vous commencez à vous déchirer pour manger, non pas de la viande d'ailleurs, l'os. Et vous laissez le malfaiteur qui a pillé votre concession s'en aller. Chers frères congolais, saisissez-vous et ressaisissez-vous. On est en train de faire souffrir vos frères congolais. Remarquez, il y a maintenant des arrestations en vrac. Aucun Gouvernement doit passer là-bas. Moïse Katumbi ne reviendra pas au Congo. Franck Diongo, on l'arrête là-bas. Hein? Il y a beaucoup d'arrestations. Tout ça, c'est pour neutraliser des éléments de l'opposition que le pouvoir a vu que ces gens pèsent. Et que s'ils restaient en liberté, le pouvoir serait toujours mis dans un coin et obligé de plier bagages et de partir. Tous les jours. Et toi, Congolais, tu ne vois pas ça. On arrête un opposant, toi tu applaudis. Et tu t'autoproclames opposant, politicien ou bien supporter d'un opposant. Vous faites la honte du Congo démocratique. Dans la série des arrestations, on venait d'arrêter récemment
Nemwanda Nsemi. Là, c'est un autre sujet. Si vous essayez de reculer un peu dans le passé, pas trop lointain, le passé récent, le sujet de Nemwanda Nsemi, c'est un peu compliqué et ridicule à la fois. Ridicule pourquoi? Nemwanda Nsemi, vous l'avez vu il y a quelques mois, défier tous les Congolais que lui allait se mettre avec Joseph Kabila pour glisser un peu pour 3 ans et qu'il serait vice-président dans cette glissade-là. Et il était content pendant le temps qu'il était en train de dire cela. Parce que c'est toujours avec la magouille du pouvoir. On l'avait appelé dans le noir pour qu'il puisse aider le pouvoir de Kabila à se maintenir en place, à lui donner 3 ans de plus. Il a accepté, tout en ne sachant pas que c'était un piège qu'on lui tendait. Tu ne peux pas te dire que tu es un homme de Dieu, un homme rempli de pouvoir divin, mais tu ne sais pas voir les pièges qu'on est en train de te tendre. C'est bizarre, c'est-à-dire, ou bien tu n'es pas un homme de Dieu, ou bien tu l'es, mais tu ne suis pas les règles, la discipline divine, pour continuer à avoir des révélations, que là où on est en train de te conduire, c'est dans un trou. Car le pouvoir qui est au Congo aujourd'hui, remarquez, c'est un pouvoir qui est en train de combattre la société congolaise. Nemwanda Nsemi pouvait avoir des pouvoirs. Kamwina Nsapu, en tant que chef aussi, pouvait avoir de pouvoir. Et savez-vous pourquoi on a tué Kamwina Nsapu? C'est toujours dans la même série. D'aller prendre le pouvoir ancestral des Congolais. Car pour mieux contrôler le Congo, qui jusqu'à preuve du contraire, repose sur le pouvoir des ancêtres, il faut entrer en contact avec les détenteurs de ce pouvoir-là. Entre autres, les chefs coutumiers et les autres voyants, afin de retirer, de leur prendre ce pouvoir-là, soit par la force, soit par ruse, c'est-à-dire acheter ce pouvoir. Mobutu le faisait. C'est pour cela, si vous voulez remarquer dans les villages du Congo, plus de 80% des chefs ne vivent plus au village, dans leur royaume. On les voit chaque fois en costume, cravate et des jeeps dans de grandes villes, spécialement à Kinshasa. Alors on peut se demander, dans les mains de qui le style, le pouvoir? Car ce pouvoir-là, je vous l'ai dit, il ne faut pas jouer avec. Ça existe. Et si les détenteurs de ce pouvoir-là pouvaient respecter les interdits, je pense qu'aucun ennemi, aucun étranger ne pouvait entrer au Congo facilement pour dominer les Congolais et faire n'importe quoi. Pour exemple, regardez dans l'est du Congo, les Rwandais qui nous attaquent, nous les Congolais, et les Ougandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent des Congolais. Ils tuent même des chefs coutumiers. Parfois avec la complicité des Congolais qui se trouvent dans la chefferie, la cour royale. Tout ça, c'est pour chercher le pouvoir. Prendre ce pouvoir. Car celui qui a ce pouvoir-là dominera la terre en question. Et après avoir tué les Congolais, même les chefs coutumiers dans l'est du Congo, comprenez pourquoi les Ougandais, les Rwandais s'accaparent de ce pouvoir-là. Ils installent même des soi-disant chefs coutumiers, entre guillemets, de leur choix, qui sont souvent des Rwandais. Pourquoi? Parce qu'ils sont astucieux. Ils savent que si vous entrez par là, vous allez neutraliser. Puisque dans le passé, remarquez l'histoire du Congo, il était difficile
qu'un étranger puisse entrer au Congo comme ça, vous dominer, vous tuer, violer vos femmes, dépécer vos enfants, c'était vraiment impossible. Car les chefs coutumiers détenaient le secret. Les chefs coutumiers, étant les gardiens de la tradition et du pays, se comportaient très bien. Ils respectaient les interdits ancestraux. Mais regardez comme je l'ai dit aujourd'hui, beaucoup de chefs coutumiers sont corruptibles jusqu'à la moelle épinière. Ils prennent la chefferie comme un business, une affaire lucrative. En échange de l'argent, ils ont sacrifié beaucoup de royaumes, beaucoup de villages, beaucoup de chefferies, beaucoup de leurs terres. Ils endossent maintenant des costumes, des cravates pour aller vivre en ville, laissant les terres à la merci de n'importe quel premier aventurier. Et vous êtes aussi responsables, vous les chefs coutumiers congolais, de contribuer au déclin de la République démocratique du Congo. Je disais l'histoire de Kamwina Nsapu. Bochab, qu'est-ce qu'il est allé chercher au Kasaï? C'est ce pouvoir-là. Car il avait accès facilement au pouvoir-là pour faire ses histoires. Mais il s'est buté à un Kamwina Nsapu, le jeune qui devait venir remplacer son père, qui avait l'esprit progressiste, un esprit d'opposition, qui ne voulait pas collaborer avec Bochab. Qui est Bochab? C'est un membre du gouvernement de Kabila. Et comme Kamwina Nsapu, le jeune qui devait succéder à son père, a refusé de lui donner le pouvoir, d'ajouter à ce que Bochab a déjà, il fallait tout faire par tous les moyens pour refuser l'intronisation de ce jeune Kamwina Nsapu et au plus l'achever, tout en créant une zizanie parmi les chefs coutumiers dans cette zone-là du Kasaï. Et comprenez pourquoi. Ils sont déterminés à aller en finir avec les adeptes, c'est-à-dire tous ceux qui supportent leur chef. C'est de la même manière avec les moines d'enseignement. Tu ne peux pas te dire que tu es garant, détenteur d'un pouvoir ancestral, spirituel, mais on t'appelle par Joseph Kabila. Est-ce que tu ne savais pas qu'il t'appelle, c'est pour te faire entrer dans un piège, afin de te dépouiller de ton pouvoir, t'humilier et prendre ce pouvoir-là pour te piétiner et commencer à te conduire comme un dictateur? J'ai suivi quelqu'un qui disait dans une vidéo là que les moines d'enseignement ne saluaient pas les gens dans la main comme ça. Ça faisait partie de l'un de ses secrets. Mais quand Joseph Kabila l'a appelé, il a serré dans la main. Il a serré la main de Joseph Kabila. Et moi, je vous déclare que c'est le jour où les moines d'enseignement avaient vendu le pouvoir à Joseph Kabila. C'est le jour où il était déjà affaibli. Le jour où lui-même avait ouvert un trou, une fenêtre, par où Joseph Kabila et les gens qui l'entourent sont entrés pour le neutraliser. Car il savait que cet homme avait le pouvoir. Il pouvait haranguer les masses dans les Bas-Congo et faire ombrage, donc faire barrière aux stratégies dictatoriales de Kabila. Et il était déjà dans le collimateur du pouvoir de Kabila. Tout ça pourquoi il a été tenté qu'il allait recevoir de l'argent. Et c'est pour cela qu'il disait même qu'il était prêt à glisser avec Kabila pendant plus ou moins 3 ans. Il était déjà acheté. Et dans son entourage, il y a trop de traîtres. Matezolo, qu'il a envoyé là-bas. Et Matezolo, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a accepté un titre en échange de beaucoup de secrets. Vous savez ce que Matezolo a donné en échange pour qu'on lui donne le pouvoir
d'entrer dans le gouvernement de Sami Badibanga. Avec un titre là-bas très inférieur. Des traîtres. Autour des rois, autour des hommes qui détiennent le pouvoir spirituel au Congo. Faites un effort. Chefs coutumiers, redressez-vous, retournez dans vos royaumes, dans vos chefferies, pour sauver le Congo. Car bientôt, si vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas la voix de vos ancêtres. Et c'est pour cela même nous sommes abandonnés, remarquez. Vous pouvez tout essayer. Vous n'allez pas réussir. Car vous avez déjà abandonné vos racines. Et je ne cesse de le dire. Remarquez pourquoi les Japonais, les Chinois ont réussi par exemple. Prenons l'exemple de la Chine. C'est parce que les Chinois, bien qu'en faisant l'interaction avec le monde, ils restent toujours soudés, toujours connectés avec leurs racines. Et c'est pour cela que c'est vraiment difficile de tourner les Chinois en esclaves par l'Occident. Mais au Congo démocratique, on t'a appris que ce que tu as, c'est satanique. Il faut laisser ça. Voici Dieu qu'on t'a amené dans une boîte. Tu as embrassé un Dieu que tu ne connais même pas et que tu ne connaîtras pas très bien. Et comme conséquence, tu es en train de souffrir. Tu es esclave à jamais. Et remarquez, beaucoup de Congolais qui se disent hommes ou bien femmes de Dieu, c'est un autre sujet, sont là pour nous dire des bêtises. Car moi, je peux attester que 0,00001% des Congolais peuvent être appelés des hommes de Dieu. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans la vérité. La grande majorité là-bas, plus de 88%, sont des aventuriers. Ça se voit même sur le net. Tu ne peux pas te dire que tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es une femme qui connaît la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et que tu es en train de supporter Joseph Kabila qui est en train de traiter les Congolais comme des esclaves, de détruire le pays, de laisser les étrangers entrer au Congo, se servir. Quel Dieu pries-tu? Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu es-tu? Et j'ai vu même quelqu'un, quelque part là-bas, poster une photo de Joseph Kabila, avec comme commentaire, Kabila qui disait là-bas, comme dans un petit film là, que bolinga te ngana kozala na bino jusqu'en 2030. Ce que linginga te luka Congo msusu, mboka msusu. Une femme de Dieu. Tu postes quelque chose comme ça. C'est-à-dire tu supportes Kabila. Est-ce que tu ne sais pas que Kabila, c'est lui le centre du problème pour le moment? C'est Kabila qui est à la base du démembrement du Congo, qui est à la base de l'affaiblissement du Congo. Si les Rwandais entrent aujourd'hui, si les Rwandais, les Ougandais, beaucoup d'étrangers sont parvenus à nous affaiblir au moment où nous sommes en train de parler, c'est à cause de Kabila. Si tu ne sais pas ça, alors quel Dieu pries-tu? Mungu kanuku naomba. C'est pour cela que je dis, les soi-disant hommes ou bien femmes de Dieu congolais, vous contribuez aussi à détruire le spirituel du peuple congolais. Car vous êtes tous derrière des intérêts matériels. Combien d'entre vous, vous criez parce qu'on vous a donné quelque chose? Vous ne criez pas parce que vous avez des convictions, vous avez des révélations. Tu ne peux pas te dire que tu es un homme de Dieu et que tu ne sais pas que le mal absolu au Congo pour l'instant, c'est Joseph Kabila. Celui qui est au centre du désordre, de la destruction, de l'affaiblissement du Congo démocratique. En tout cas, c'est catastrophique. C'est pour cela, moi, je dis,
Nous devons faire attention. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, si vous n'avez pas reçu l'appel, c'est une malédiction. Laissez-nous en paix. On est en train de plier. Regardez ce que votre pouvoir est en train de faire. Le lac Kivu est là. Le Rwanda commence déjà à exploiter le gaz méthane, même le pétrole. Il y a beaucoup de richesses là-bas. Le Rwanda vient de s'installer, de dominer, d'imposer donc sa suprématie sur le lac Kivu. Les Rwandais ont maintenant du courant à moins cher. Ils sont en train d'extraire des richesses du pétrole là-bas. Ils sont en train de contrôler les parcs nationaux. Même de notre côté, ils s'imposent de couper du bois, d'entrer contrôler nos richesses. Et on a un pouvoir qui ne dit absolument rien. Mais un président là, qui se plaît à amasser des richesses pour lui-même et pour sa famille, ses frères et sœurs, et les mettre dans une banque à l'étranger. Et vous trouvez ça normal? Et toujours dans la même série, savez-vous que le département d'État américain, ce qu'on appelle State Department, ici aux États-Unis, c'était au temps de John Kerry, qui était Secretary of State. Le gouvernement américain avait décrété une loi que vu que la guerre du Congo a beaucoup duré, les Congolais qui étaient réfugiés en dehors du Congo dans d'autres pays, des réfugiés reconnus par l'ONU, donc on devait leur donner un coup de main, car on ne savait pas, on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir dans leur pays. Sous John Kerry, les Congolais, c'est-à-dire, il y a une loi qui avait dit qu'on devait aider plus ou moins 16 000 familles de Congolais à quitter le camp là-bas des réfugiés pour venir aux États-Unis recommencer une nouvelle vie. Combien de Congolais viennent aux États-Unis d'Amérique? Si vous êtes informés. Une infime minorité. Mais allez en Ouganda, allez au Rwanda. Parlons spécialement du dossier du Rwanda. Kagame bloque tout. Kagame remplace, il prend les Rwandais tous, qui sont au Rwanda. Oh, pas même de, oh, je suis Manyamulenge, j'étais né au Congo, tout ça. Non, des vrais Rwandais de père et de mère. Kagame s'impose. On les fait passer pour des Manyamulenge, des Congolais. Chez eux, ils quittent des villes pour aller dans un camp quelque part, dans leur propre pays. On les fait passer pour les Benamourengues, c'est-à-dire des Congolais. Et à la fin du processus, on les réinstalle, on les fait quitter le Rwanda pour les amener aux États-Unis. Beaucoup de Rwandais pleuvent, ils entrent aux États-Unis régulièrement avec la nationalité congolaise. Et quand ils arrivent ici, eux qui s'autoproclament des Congolais, on ne les voit jamais s'unir à des Congolais. Ils s'éparpillent là-bas pour rejoindre leur communauté rwandaise aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que le gouvernement du Congo sait ça? S'il ne sait pas ça, c'est un autre problème, je vous informe. Si ce gouvernement-là le sait, qu'est-ce qu'il a déjà essayé de faire? Vous voyez que les Congolais souffrent par tous les moyens. On entre chez vous, on pille, on vous tue, on prend vos terres, on viole vos femmes, vos filles, on saccage tout. Vous fouillez, vous devenez réfugié quelque part. Au lieu de bénéficier de ce refuge-là, pour aller même en Occident, recommencer votre vie, refaire votre vie, ça peut même vous aider plus tard à être de grands leaders qui pouvaient comprendre et revenir changer le Congo. Car vous serez connecté à un modèle démocratique, occidental, international. On vous prive de ce droit-là. C'est-à-dire, on vous poursuit même dans le camp des réfugiés là où vous êtes, on vous bloque. On fait la promotion
des Rwandais du pays là-bas qu'on fait passer pour des Congolais et qui passent encore, qui entrent aux États-Unis. Et vous avez un pouvoir là-bas, vous êtes en train de supporter. Kabila, Oumela, Oumela, homme de Dieu. Et j'ai vu une vision là-bas. Kabila, c'était un président promis par Dieu. Malheur à vous. Chers frères et sœurs congolais, ouvrez les yeux. Car l'heure est grave. Et comme je l'ai dit, seul le peuple congolais changera son destin. Seul le peuple congolais aura le dernier mot. Les étrangers sont là pour nous bloquer. Car on a eu le malheur, pour ne pas dire la chance, d'avoir un pays riche. Et je me souviens d'une phrase, c'est pas d'un Belge là qui avait écrit quelque part que aussi longtemps qu'un diamant brillera au Congo, aussi longtemps que de l'or brillera au Congo, le peuple congolais ne vivra pas en paix. Ce qui revient à dire que c'est au peuple congolais de se prendre en charge. On ne fera pas tout, mais occupons-nous de la majeure partie de notre vie et on va cesser de se plaindre. Car on n'a pas de pouvoir au Congo. Le pays est abandonné à lui-même. Je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est un syndrome qualifié comme, c'est-à-dire un esclave, après avoir eu la libération, a la nostalgie de son maître qui le faisait souffrir. Au lieu de travailler maintenant pour sa liberté, d'avancer, mais l'esclave, soi-disant libéré, a toujours tendance à vouloir donc ovationner son ancien maître. C'est ça le problème. C'est-à-dire, celui qui vous fait souffrir, au lieu de le détester, de vous tenir à l'écart de cet homme-là, de vous lever pour le combattre, mais c'est cet homme-là, c'est cette personne-là que vous adorez et vous vous agenouillez même pour le servir. Et vous vous autoproclamez homme de Dieu, intellectuel. Chers frères congolais, vous avez beaucoup de choses à apprendre. C'est ce que je voulais vous dire. Chers frères et sœurs congolais, l'heure est grave. Et pour moi, vous pouvez monter et descendre. Je vous l'ai dit, je vous le dis, et je vous le dirai encore s'il n'y a pas de changement au Congo démocratique, que le mal du moment, c'est Joseph Kabila. Tout opposant qui travaille pour mettre Joseph Kabila à côté recevra mon soutien. Et c'est celui-là qu'on doit appeler vrai opposant. Tout celui qui travaille pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir n'est pas digne d'être appelé opposant. Donc, c'est lui qui combat le peuple congolais. Et remarquez, votre armée là-bas se plaît maintenant à tuer les Congolais. Une armée qui ne lève pas le petit doigt quand les soi-disant rebelles, agresseurs du Congo entrent là-bas. Ils ont laissé cette zone-là dans les mains des étrangers qui l'exploitent. Il y a des petits porteurs qui descendent, qui font n'importe quoi, qui partent, mais ils se plaisent à combattre les Congolais. C'est quelle armée ça? C'est quelle police ça? Vous tuez les jeunes, soi-disant les adeptes de Kamouina Nsap, qui n'ont même pas d'armes là-bas, qui se lèvent et qui disent nous ne voulons pas l'autorité de l'État parce que c'est périmé. Vous allez là-bas avec des muscles, vous tuez vos propres frères pour plaire un homme qu'on appelle Joseph Kabila. Et vous croyez que vous êtes une armée?
Vous êtes une véritable police. Et le porte-parole là-bas qui se dit, oh, c'est un film monté. Lambert Mende. Je sais, Lambert Mende est à la base de beaucoup de problèmes au Congo. Il a un réseau pour perturber les choses. Et si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Il y a Olengankoy. Depuis longtemps, prenez même des films, suivez l'évolution politique d'Olengankoy. C'est un monsieur qui parle trop. Moi, je savais que Olengankoy allait finir par là. Pourquoi? Il travaille de mèche en catimini avec Lambert Mende. Dans leur clique là-bas des OTT là. Les BATT là. Lambert Mende a une milice. Chez lui à Sankour. Les gens ne lèvent pas le petit doigt. Même les prêtres, ils attaquent n'importe qui. On n'a jamais arrêté Lambert Mende, qui c'était milicien. Mais vous avez le culot de pointer les doigts sur d'autres Congolais et envoyer votre meute là-bas de policiers qui ne raisonnent même pas pour les arrêter, les torturer, les emprisonner. Je vous l'ai dit, il y a la clique. Là, on peut trouver Lambert Mende, Cheo Kitundu, leur histoire là-bas. Et c'est eux qui ont même donné le pouvoir à Lushi Mandiate, qui fait des émissions là-bas mensongères pour promouvoir Joseph Kabila. Dans leur clique là, Olengankoy travaille avec eux notamment. Pendant le jour, vous le voyez comme un opposant. Mais pendant le jour, pendant la nuit, il travaille avec Lambert Mende et on le paye pour ça. Alors faites attention. Faites vraiment attention, cher peuple congolais. Et vous, soi-disant intellectuels, on a des gens comme Kikabin Karoubi. Mais je me souviens, dans les années 90, Kikabin Karoubi était correspondant à RSA, Radio Sud-Africaine, quand Mobutu faisait souffrir le Congolais, un autre dictateur. Kikabin Karoubi se plaignait, il faisait de bonnes émissions là-bas, il était content quand Mobutu était parti. Aujourd'hui, regardez, Kikabin Karoubi est en train maintenant de jouer le rôle des adeptes de Mobutu. Il est devenu un grand menteur, orgueilleux, amoureux de l'argent, travaillant pour la dictature de Kabila. Il se dit intellectuel. Kikabin Karoubi, partout où tu es, je te demande, s'il te plaît, de te souvenir comment tu plairais au temps de Mobutu en Afrique du Sud. Il y a Mova Sakany, qui était un pauvre là-bas, c'est pas étudiant, professeur là-bas à l'UNILU. M. Laurent Désiré Kabila est venu là ramasser quelque part. Pourquoi? Parce que Mobutu ne gérait pas les choses très bien. Et Mova Sakany n'était pas bien pendant le règne de Mobutu. Il était parmi les intellectuels qui disaient que Mobutu faisait la gestion du Congo et que les choses allaient maintenant changer. Regardez Mova Sakany. Ce que Sakombi Nongo faisait au temps de Mobutu, mon pape, le MPR, c'est le nouveau rôle qu'un soi-disant professeur, Mova Sakany est en train de jouer pour servir non pas le Congo démocratique, mais un homme qu'on appelle Kabila avec sa famille. Des gens qui vous ont déjà pillé, qui ont pillé des milliards de dollars américains. Et les ont déjà déposés dans des banques outre-mer. Un soi-disant président qui a déjà signé beaucoup de contrats avec des étrangers. Vous êtes en train de le servir. Où est votre intellectualisme? Peuple congolais. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. C'est pour cela que je dis, avant de finir, chers frères et sœurs congolais, Laurent Désiré Kabila avait dit que la lutte sera longue et populaire. Effectivement, regardez, depuis le temps que le peuple congolais a commencé à se plaindre, il y a beaucoup d'années. Ça justifie que la lutte est longue. Populaire, c'est-à-dire rien que le moment où le peuple congolais va s'ingérer dans cette histoire. Au lieu d'attendre, oh la MONUSCO, oh les Blancs, oh tel envoyé spécial est venu, oh tout ça. Si vous laissez
la destinée de votre pays dans les mains d'un groupe de politiciens, il n'y aura pas le changement. Regardez le Burkinabé, ce qu'ils ont fait. Ils se sont engagés. Au lieu de vous plaindre chaque fois. Oh, Biloga Matitalo, Bitunapandabei, Bungari, tout ça. Vous êtes en train de souffrir, mais qu'est-ce que vous attendez pour dire non à ce système? Pour vous lever. Vous souffrez déjà, vous êtes déjà mort. Vous avez encore peur de quoi? On a peur si on vit très bien. On dit non, si nous dérangeons ce système, en tout cas, nous allons amener notre pays à la souffrance, crise économique, tout ça. Mais vous vivez déjà dans la misère. Vous ne mangez pas à votre faim. Vous avez des dictateurs qui vous contrôlent, qui vous tabassent. Vous savez, vous tous, que votre pays est infiltré par des étrangers qui vous dirigent comme des esclaves. Alors vous attendez quoi? Vous, les hommes de Dieu, vous attendez quoi? Dieu ne dit-il pas de vous aider? Aidez-vous vous-même et il vous aidera après. Donc c'est vraiment catastrophique. C'est le peu que j'avais à partager avec vous, chers frères et sœurs congolais, chers amis du Congo. Et l'espoir, c'est le peuple congolais lui-même. Le jour où il apprendra à se prendre en charge, seul le jour où le peuple congolais se réveillera du grand sommeil, là où il est empêtré aujourd'hui, seul le jour où le peuple congolais se lèvera, effacera sa peur, c'est le jour où commencera une nouvelle ère. Et c'est le jour où le vrai soleil de la liberté, de la démocratie, se lèvera sur un Congo toujours plus beau, toujours plus fort et toujours plus meilleur. Et ce Congo-là, c'est celui-là qu'on léguera à notre postérité. Je vous remercie et n'oublions pas de ne jamais trahir le Congo. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas.